Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le conseiller de gouvernement, Jean Castellini, qui nous a soutenus depuis le premier jour de cette manifestation, puisque nous fêtons les 10 ans. Monsieur Genta, qui a été aussi un détonateur pour notre manifestation. Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux d'ouvrir cette 10e édition du Monaco Business. Et nous avons l'honneur d'une petite intervention du ministre d'État que nous allons accueillir maintenant. Merci, Monsieur le Président, pour votre accueil. Merci à tous ceux et toutes celles qui étaient présents au sein des stands. Nous sommes peut-être passés un peu trop vite, mais nous avons eu le temps de les voir tous et de bien identifier tout ce qu'ils faisaient. Alors, je tiens à saluer toutes les personnalités présentes. Madame la Présidente ad intérim du Conseil national, mais je salue aussi son prédécesseur, qui est ici et qui va occuper d'importantes fonctions au sein de l'économie de la principauté. Et puis, outre les deux conseillers de gouvernement présents, saluer aussi M. Ortelli, Mme Rouguignon, et puis Michel Dottard, que je ne vois pas, en tant que président du Monaco Economic Board, son directeur général, puisque c'est un outil particulièrement important pour l'économie de la principauté. Je salue aussi Frédéric Ginta et tous les fonctionnaires qui représentent ici le gouvernement monégasque, sachant que j'ai été bien sûr très heureux de voir qu'il y avait un stand de l'administration monégasque et des différentes facettes que celle-ci peut présenter, en sachant que j'ai toujours eu le souci, dans les différents métiers que j'ai occupés depuis de nombreuses années, à faire en sorte que l'administration soit non seulement plus proche, mais qu'elle soit surtout plus efficace, plus rapide. Et c'est une exigence en termes de service au public qui est essentielle dans nos sociétés. Alors, c'est une manifestation, Monsieur le Président, qui est très bien organisée, un très beau salon, très représentatif de ce que présente Monaco. Alors, Monaco, d'abord, outre les administrations très présentes, c'est des entreprises innovantes. Et j'ai vu notamment une très belle présentation par Graphic Service de quelque chose qu'ils viennent de réaliser, qu'ils proposent, une sorte de livre numérique, mais également une forte présence de toutes les entreprises du secteur numérique. Et pour Monaco, c'est essentiel d'être dynamique, d'être innovant, d'être performant dans ce secteur numérique qui est un des principaux facteurs de croissance pour les années qui viennent. Et je vois que Frédéric Ginta, au regard de ses responsabilités, doit être satisfait du travail qui a été accompli et qui permet donc à ces entreprises numériques de se développer dans les meilleures conditions possibles. Donc, ce salon est représentatif d'entreprises qui elles-mêmes sont tout à fait dynamiques et aptes à traverser les difficultés que nous pouvons avoir dans les mois ou années qui viennent. Elles ont passé, si j'ose dire, avec succès cette crise du Covid. Il y a eu une intervention puissante du gouvernement en faveur des entreprises monégasques, mais celles-ci s'en sont bien sorties et j'en suis personnellement très heureux. Alors, la saison qui n'est pas encore totalement terminée, cette saison s'est marquée sur le plan touristique, sur le plan des événements, par un succès certain, puisque nous avons, chacun le sait, un taux d'occupation au niveau des hôtels qui est tout à fait remarquable, une dépense par client hôtelier qui est également assez élevée, qui est plus élevée qu'avant la crise. Donc ça, ce sont des points très positifs. Et puis, autre point positif, on voit, après une année 2020 très difficile, une année 2021 moins difficile, mais gardant quand même quelques stigmates de la crise, nous avons aujourd'hui, revenant à Monaco, toutes sortes de grands événements qui
sont venus. Par exemple, le rendez-vous des assureurs, qui n'avait pas pu se tenir l'an dernier. Le Yacht Show, qui est toujours un grand succès. En ce moment, il y a l'UXPAC aussi qui est présent. Et puis, bientôt, nous aurons à nouveau les assises de la sécurité, le congrès mondial des conseillers du commerce extérieur de la France et les 34e Sportel. Donc, il y a incontestablement ici, à Monaco, une dynamique toujours très forte en ce qui concerne à la fois le tourisme et les rendez-vous, les grands événements. Alors, bien sûr, nous sommes tous dans l'expectative, je dirais même un peu plus. Nous sommes peut-être, pour certains d'entre nous, inquiets par l'évolution de la situation internationale, bien évidemment. Alors, je pense que notre devoir à tous, excusez-moi, je suis négatif. C'est une période donc un peu anxiogène. Il suffit d'allumer sa télévision, d'ouvrir son journal. Pour voir à quel point tous les habitants, tous les responsables peuvent être inquiets. Alors, c'est vrai que nous sommes face à une guerre en Ukraine, que nous sommes face, en conséquence également du Covid, à une crise économique qui se traduit par une reprise assez forte de l'inflation, inédite depuis une trentaine d'années, et puis aussi des risques de récession qui existent, notamment en Allemagne, qui est l'économie la plus forte de la zone euro pour l'année prochaine. Même si les pays comme la France, l'Italie ou l'Espagne ont des perspectives qui sont moins mauvaises, il n'en reste pas moins que nous devons faire face à une situation qui est préoccupante. Monaco n'est pas coupé de l'extérieur. Monaco, forcément, est lié, ne serait-ce par les touristes qui viennent, est lié à ce qui se passe autour d'elle. Pour autant, notre devoir à tous est de lutter contre ces comportements trop anxiogènes. Ce n'est pas bon pour l'économie, pas bon pour les entreprises que de développer trop des sentiments de crainte, des sentiments de frustration et surtout des incertitudes sur le devenir. Nous devons continuer à être dynamiques et surtout à nous appuyer sur les fondamentaux. Et l'économie monégasque a des fondamentaux qui sont solides. Il nous appartient bien sûr toujours de les consolider. Les fondamentaux solides sont le résultat surtout de son attractivité, qui est très forte, mais attractivité dans le monde actuel, monde de compétition, de concurrence, une attractivité qui n'est jamais figée. Aucune place, bien sûr, n'est toujours garantie pour des années et des années. Nous devons donc veiller, et c'est le travail que nous menons au gouvernement, pour faire en sorte que ces facteurs d'attractivité soient parfaitement bien consolidés et travailler sur ce qui fait la force de Monaco, la capacité à attirer des entreprises, des touristes, des investisseurs, des résidents, c'est-à-dire sa sécurité, son système de santé, son système éducatif, et bien d'autres, la stabilité de ses institutions et bien d'autres événements. Alors, là-dessus aussi, je voudrais vous dire que le gouvernement, à la demande du souverain, le prince Albert II, est décidé à mener une démarche très volontariste. Volontariste d'abord à très court terme. Quelle est la situation à très court terme? Nous avons, comme partout, parce que nous sommes liés à l'Europe et notamment à la France en ce qui concerne l'énergie et la fourniture d'électricité, nous avons la hausse de l'énergie.
Et donc, notre volonté, bien sûr, est de limiter l'augmentation des tarifs de l'électricité en déployant un bouclier tarifaire. C'est un travail auquel Séverine Caron, la ministre de l'Environnement et de l'Équipement, s'est particulièrement bien attelée en liaison avec la SMEG. Alors donc, il y a cet aspect-là. Faire en sorte que les augmentations des tarifs de l'électricité, qui sont inévitables, soient bien maîtrisées grâce à un bouclier tarifaire qui aurait à la fois un intérêt social, mais un intérêt aussi économique, parce qu'il y a les particuliers, mais il y a aussi les entreprises. Alors, autre chose, c'est le pouvoir d'achat. En matière de pouvoir d'achat, il est évident que l'inflation, telle qu'elle s'est développée pendant l'année 2022, est un facteur difficile pour la vie des ménages, la vie des familles. Et donc, nous avons décidé de mettre en œuvre un certain nombre de mesures. D'abord, pour les agents publics, les fonctionnaires, avec un relèvement de leur rémunération, de façon à ce qu'il n'y ait pas de perte de pouvoir d'achat chez les fonctionnaires. C'est un point, je m'adresse à l'ancien président du Conseil national, auquel celui-ci attache la plus grande importance. Mais il n'y a pas que le secteur public, il y a aussi le secteur privé. Et pour le secteur privé, il y a des initiatives qui ont déjà été prises dans l'hôtellerie-restauration et sous forme de primes non chargées destinées à augmenter le pouvoir d'achat des salariés. Et nous nous attelons à faire en sorte que les autres secteurs économiques puissent bénéficier des mêmes dispositions. J'ai parlé des tarifs de l'énergie, et bien entendu, tout cela doit être mené de pair avec un plan pour la maîtrise de l'énergie. Plan pour la maîtrise de l'énergie qui doit, comme ailleurs en Europe, comporter à la fois un volet incitatif, parce qu'il faut toujours croire en la pédagogie, mais également un volet plus contraignant, c'est-à-dire qu'il y ait quelques obligations qui conduisent entreprises, familles à réduire leur consommation, parce que ça, c'est vital. Et puis, on a vu tout à l'heure le stand Carlo, qui est cher à Jean Castellini et à Laurence Garrido, ma chef de cabinet. C'est le stand Carlo, c'est un outil exceptionnel. Et je me réjouis que vous l'ayez inventé, que quand je suis arrivé, cet outil était déjà tout à fait bien mis en place. Et il permet à la fois de donner du pouvoir d'achat, mais également de protéger la consommation locale, c'est-à-dire l'achat dans les entreprises monégasques. Et je dirais, ça aussi, nous avons augmenté les aides pour les fonctionnaires au titre de Carlo, qui est une opération qui se poursuit. Dernière chose, sur le court terme, il y a bien sûr, ça aussi c'est un facteur un peu anxiogène, il y a une éventualité de la 8e vague en termes de Covid. Alors, là aussi, il faut garder la tête froide. Il faut se dire d'abord qu'il y a en principauté un taux de vaccination qui est très satisfaisant, même s'il y a encore des progrès à faire. Et nous encourageons bien entendu tous, les plus de 60 ans, à avoir la 4e dose et les autres à faire en sorte qu'ils puissent avoir la 2e et surtout la 3e dose. Donc ça, c'est pour le court terme. Pour le moyen-long terme, il y a bien sûr un modèle économique, environnemental à protéger, à préserver et même à développer à Monaco. Alors, comme vous le savez, ça fait partie bien sûr des priorités très fortes du souverain. Il y a la question de la protection de l'environnement. La protection de l'environnement, c'est quelque chose qui est vital. Tous les pays n'en sont pas forcément convaincus comme nous le sommes. Et il faut bien sûr toujours être prudent parce qu'avec cette crise, notamment énergétique, inévitablement, certains pays pourraient oublier la nécessaire priorité de la lutte contre le changement climatique, et notamment en ce qui concerne la production d'énergie. Le risque existe dans certains pays européens, par exemple, de revoir, même en France, fonctionner les centrales à charbon. Pour nous, la protection de l'environnement est indissociablement liée au développement économique. Et le changement climatique nécessite une lutte qui non seulement est nécessaire sur le plan environnemental, mais qui sera créatrice d'emplois, d'activités et donc de richesses.
Deuxième sujet à moyen long terme, c'est que Monaco a une problématique aiguë, elle a beaucoup d'atouts. Elle a quand même une difficulté, c'est l'étroitesse du foncier. Alors c'est vrai que la petitesse de la principauté a des avantages, que beaucoup de choses se tiennent à une distance qui est proche, mais c'est vrai aussi que compte tenu de l'ensemble des besoins qui existent, en matière par exemple de construction, de logement pour les monégasques, de construction pour les enfants du pays, de construction pour les résidents, qui venant ici créent beaucoup de richesses en faveur de la principauté, et puis les activités économiques. Lors de la visite que nous avons faite de quelques entreprises industrielles, dont certaines sont présentes, inévitablement la question du foncier, c'est-à-dire de la place dont peuvent disposer les entreprises pour se développer, nous a été posée. Et donc l'ensemble de ces sujets font que nous sommes face à des contraintes. Alors je ne veux pas dire que c'est la quadrature du cercle, parce qu'il ne faut jamais considérer que l'on est impuissant face à des défis. Mais il faut faire en sorte que nous ayons une conception de l'urbanisation qui permette la conciliation de l'ensemble de ces objectifs, même si ceux-ci peuvent paraître contradictoires. Et c'est un chantier qui est important et qu'il faut mettre en œuvre et sur lequel nous avons commencé à réfléchir. Bien évidemment, la solution à ces problèmes, en matière notamment de logement, ne peut pas se faire à l'échelle de Monaco seul. Et cela nous amène bien sûr à considérer que la coopération avec les territoires voisins en France, avec les communes limitrophes, est quelque chose d'essentiel. À condition, c'est un sujet que Philippe Ortelli connaît bien et sur lequel il est toujours très ambitieux, à condition bien entendu que nous puissions avoir ensemble des stratégies cohérentes. Ensemble, c'est ces territoires français et nous. Il en va de même de la mobilité. Madame la Présidente, à d'intérim, mais bientôt présidente tout court, vous nous avez fait remarquer qu'on tardait à proposer des choses en matière de mobilité. Alors, il faut bien savoir que c'est un sujet, un enjeu très difficile. Parce qu'il faut savoir d'abord quels sont nos besoins. Deuxièmement, il faut savoir les contraintes environnementales auxquelles nous devons faire face. Troisièmement, il faut être bien conscient qu'en matière de mobilité et de transport, on ne peut rien faire tout seul, mais que nous sommes liés à la France, voire à l'Italie. Et enfin, dernière chose, il ne faut pas oublier que nous sommes face à des infrastructures qui, certaines, peuvent être limitées et consister simplement en des aménagements d'infrastructures actuelles, mais dans d'autres cas, il peut s'agir de nouvelles infrastructures. Et donc, là, on atteint des coûts budgétaires qui sont beaucoup plus élevés. Donc, il y a une concertation, une réflexion à mener là-dessus, en coordination avec les autorités françaises. C'est un sujet dont on va parler d'ailleurs prochainement avec la France. Mais nous avons d'autres sujets de satisfaction, et j'y reviens, c'est le numérique. Et il faut que Monaco occupe une place tout à fait première en la matière, c'est-à-dire que ce soit vraiment un territoire qui soit tout à fait exemplaire dans le développement du numérique. Il y a beaucoup de nouveaux usages qui vont être pris en compte par le numérique. Le numérique va être un facteur de développement économique, va être un facteur d'économie, matière énergétique, un facteur de bonne conciliation avec l'environnement. Et donc, il faut absolument que nous continuions à progresser dans ce domaine et que nous soutenions les activités en matière de numérique. Alors, tout cela pose la question que j'ai déjà indiquée du renforcement de notre attractivité. Encore une fois, Monaco est aujourd'hui un territoire très attractif, mais pour les entreprises, pour les résidents, pour les touristes, pour les salariés, les 45 000 salariés français qui viennent chaque jour et les 8 000 Italiens, mais il faut qu'elle le reste. Et nous sommes face à une compétition mondiale qui est très forte et qui fait que nous devons avoir à la fois
nous inspirer d'un certain nombre de modèles autres, souvent à l'extérieur de l'Europe, de modèles qui réussissent, mais également de corriger les risques que nous pouvons avoir, nous aussi, dans notre développement. Je parlais tout à l'heure de l'étroitesse du foncier. Et donc, ce sujet-là, ce sujet de l'attractivité, est un sujet complexe qui engage l'ensemble des facettes de l'action gouvernementale. Et nous préparons en ce sujet, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans certaines instances, un plan en faveur du développement de l'attractivité de la principauté. Voilà, pour conclure, je voulais vous dire que dans les circonstances actuelles, je reviens encore une fois sur une ambiance qui est un petit peu anxiogène. Il faut vraiment qu'on lutte contre cela. Parce que tout cela, on conduit les différents acteurs que nous sommes ou à de l'hésitation dans l'action, ou dans un certain pessimisme dans les résultats que l'on peut espérer, alors qu'il faut tout le contraire. Le message qu'il faut faire passer, c'est que c'est vrai, nous sommes dans une situation difficile, que 2023 ne sera pas une année facile en ce qui concerne l'inflation, qui, semble-t-il, contrairement aux toutes premières prévisions, l'inflation va demeurer sans doute à un niveau aussi élevé qu'en 2022 pour 2023 en Europe, et puis des risques de récession ou de croissance faible dans d'autres pays. Donc il faut tenir bon, et il faut se dire que nous avons des atouts importants et qu'il faut s'accrocher à ces atouts, il faut valoriser ces atouts, parce qu'ils sont déterminants et ils sont essentiels dans cette concurrence mondiale. Et puis, comme on était dans un salon d'entrepreneurs, je me félicite de la capacité d'entreprendre qui existe, parce qu'un pays ou une société où la capacité ou l'envie d'entreprendre n'existe plus est une société qui est en danger. Et je vois avec satisfaction qu'il y a ici, à travers les entreprises innovantes, que l'on a vu à travers les stands de Monacotech, à travers les start-up, ici, ce n'est pas le cas. Il faut continuer sur cette voie, inventer, innover, être intelligent, savoir s'adapter, et c'est comme ça que l'on pourra continuer à réussir. Merci à tous.